Comment ils vont? Aujourd'hui est un grand jour parce que je vais parler de mon cher Yuki et je vais en parler en bien. Parce que vous vous rappelez peut-être, mais il y a 2 ans je l'avais malmené, j'avoue. Son comportement me rendait fou, je m'étais lâché. Yuki avait eu des acouphènes, mais là je suis content parce qu'il me fait mentir. En 2023, il est systématiquement dans les tops de mes débriefs et ça fait plaisir. Dans cette vidéo, on va donc parler de sa progression, de ce qui a changé chez lui et on essaie de voir qu'est-ce que peut être la suite pour ce pilote. Une promotion chez Red Bull est-elle possible? On va voir ça. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Pour ne rien rater de ce qui arrive, appuie sur le bouton rouge, mets un clic sur la clochette et laisse-moi ton meilleur pouce bleu. Les gars, on est à 2 semaines du Grand Prix de Montréal qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez. Du coup, avec Slick, on vous propose 2 petites créas que je pense que vous allez kiffer. D'abord, on a l'édition limitée GP de Montréal, disponible à seulement 50 exemplaires. Et bien sûr, le grand classique, le Salut Gilles, que je kiffe de fou. Vous trouverez les liens dans la description. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça part de très loin. À son arrivée en 2021, Yuki, on lui a donné 3 saisons pour faire ses preuves, et le mec a pris son temps. Pour lui, en vrai, on pourrait presque parler de sauvetage in extremis. Parce que rappelez-vous, en 2021, même si c'était sa première saison, c'était limite. Il se faisait fracasser week-end après week-end par Pierre Gasly, ce qui en soi n'est pas si anormal, mais c'était quand même de sacrés fessés. Cette saison-là, c'est quand même 16-5 en course et 21-1 en qualif, ce qui fait très mal. Après, le vrai souci, c'était pas tellement ça, c'est surtout qu'il cassait les voitures. Vous le savez, en Formule 1, ça, c'est extrêmement difficile pour les équipes. Déjà, hors budget de cap, ça fait transpirer tout le monde, alors vous imaginez maintenant. Regardez Mick, ça va pas durer. Alors Yuki finit l'année en beauté avec une P4 à Abu Dhabi et une merveille de dépassement sur un Bottas désabusé, mais globalement, il avait laissé une impression assez moyenne. Après, il était jeune et inexpérimenté, donc on s'est dit qu'on verrait en 2022. Et là, c'est intéressant parce que malgré une voiture vraiment éclatée, en 2022, on voit que ses résultats commencent à s'améliorer. Contre Pierre, ça fait 15-7 en course et 13-9 en qualif, donc ça se rapproche. Globalement, il casse moins malgré 6 DNF, donc ça va mieux. Même chose au niveau du comportement, et perso, c'est vraiment ça qui me prenait le plus la tête. Parce qu'il était vraiment limite, sur et en dehors de la piste. À la radio, il lâchait des injures en permanence à son ingénieur et sur les autres pilotes, à tel point qu'il se faisait régulièrement remonter les bretelles. Alors Yuki, il a appris l'anglais avec ses mécanos et ingénieurs, c'est pour ça qu'il parlait comme ça, mais en vrai, en F1, c'était pas possible. Donc il y avait ça aussi. Sur le même volet, disons-le, le hors-piste n'allait pas non plus. Il rendait fou son management en fait. Le mec ne voulait pas s'entraîner parce qu'il n'aimait pas ça, il mangeait mal, il rechignait tout le temps. Rappelez-vous que Franz Tost a dû le faire déménager en Italie pour avoir un œil sur lui. Alors je sais, Drive to Survive, c'est pas la réalité, mais ce qu'on a vu de lui dans la saison 4, c'était chaud. Bon, très drôle, j'avoue, mais chaud. En fait, on avait l'impression qu'il ne savait pas pourquoi il était là et ça faisait tâche. On sentait qu'il pesait peu dans le développement et la vie de l'équipe. Bref, c'était pas vraiment ce qu'on attend d'un pilote de F1. En gros, Yuki, à part ouvrir son resto et lâcher des caisses sur Netflix, on savait pas vraiment à quoi il aspirait. Du coup, au moment où le départ de Pierre a été annoncé, je me suis vraiment demandé ce que ça allait donner. Et bien le fait est que pour sa 3e et dernière année de contrat, Yuki il est présent. Malgré une voiture qui fonctionne vraiment très difficilement en ce début de saison, il est là. Et c'est lui qui est le lead de son écurie. Regardons un peu les chiffres. Il fait 2 Q3 en 7 GP et marque 2 points, ce qui fait 100% du total de son équipe. Alors vu comme ça paraît pas faramineux, mais il faut dire que cette AlphaTauri elle a vraiment du mal. Elle est hyper difficile à conduire pour les pilotes qui manquent de confiance avec, elle a de la traînée, bref c'est pas un atout. Le truc c'est que quand on compare ses chiffres à ceux de son coéquipier, là on comprend ce qui se passe dans cette équipe. En qualif on est à 5-2 pour Yuki, et c'est 600 en course. On peut donc clairement parler d'une nette domination. En fait, cette saison, Yuki finit presque toujours 10e ou 11e, quand De Vries souffre énormément de la comparaison et fait beaucoup d'erreurs coûteuses à son équipe. Personnellement, les gars, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. De Vries, je le voyais performant cette année. Quand il parlait, je voyais un mec qui avait les dents qui rayent le parquet. C'est un pilote qui, mine de rien, a de l'expérience. Champion de Formule I quand même. Mais bon, tout ça semble moins compter que 2 saisons en Formule 1. Alors, il avait fait sa perf à Monza qui, disons-le, était impressionnante pour un rookie. Il avait su tirer le maximum de sa voiture sur un circuit où il y a peu de virages, disons-le. Mais là, pour De Vries, ça pêche, et c'est Yuki qui contrôle. En fait, on sent qu'il a réussi à s'émanciper de Pierre Gasly et prendre ce lead technique qu'on savait qu'il n'avait pas. Sur ce début de saison, il a réussi à gagner le respect et la confiance de l'équipe qui a presque déjà fait de lui son leader. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est aussi compliqué pour Nick. Honnêtement, ce costume lui va assez bien, et sur la piste, je peux le dire, Yuki, il me régale. Depuis le début de la saison, il est souvent dans les bons coups, il fait très peu d'erreurs, on le sent beaucoup plus calme. Bon, il y a toujours des petites sautes d'humeur ça et là, des petits accrochages à la radio disons, mais ça reste tout à fait anodin par rapport à avant. À Barcelone par exemple, il prend cette pénalité qui ruine complètement sa course, mais quel dimanche il nous faisait avant ça? Il partait P15, il était neuf à ce moment-là, en Catalogne c'était un festival, et quand on voit cette pénalité, on peut comprendre qu'il soit énervé. Donc voilà, je pense qu'en ce début de saison, on voit le meilleur de Yuki sur la piste, mais ce n'est pas le cas uniquement pendant les week-ends de Grand Prix. Je l'avais dit dans la première partie de cette vidéo, Yuki en dehors des circuits c'était très compliqué, surtout pour son management. Il voulait pas s'entraîner, il voulait pas faire d'efforts, bref c'était un gros gamin quoi. Et ben le fait est que depuis 2022 les choses ont changé.
Que ce soit dans ses déclats ou sur la piste, Yuki est beaucoup plus posé globalement, et il semble voir les choses de manière beaucoup plus mature. J'ai écouté son passage dans Beyond the Grid, le podcast de Formula One, c'est plus le même. Il a des réflexions beaucoup plus intelligentes, il semble beaucoup plus clairvoyant, il vit maintenant en Italie, il est donc au plus près de son équipe qui, je vous le rappelle, est basée à Faenza, et enfin il s'entraîne. Il a compris que dans son boulot, il n'y avait pas que les week-ends de Grand Prix, et ça change tout. Maintenant, il prend au sérieux son entraînement, il fait attention à ce qu'il mange. Bref, il a fallu attendre 2 saisons pour qu'il soit un athlète de haut niveau complet. Alors après, attention, hein, son rêve c'est toujours d'ouvrir un resto, d'ailleurs on peut lui souhaiter pour la fin de sa carrière, mais le plus important c'est qu'on sent que ça a enfin décliqué dans sa tête. En fait, il est possible que l'absence de Pierre lui fasse tout simplement du bien. Pierre chez AlphaTauri, il était rodé, c'est lui qui avait le costume de leader et à Yuki, ça lui allait très bien. Regardez ce qu'il a dit à ce propos. L'une des choses que je voulais faire cette année était de montrer ma valeur à l'équipe. Après le départ de Pierre, vous ne voulez pas que l'équipe s'inquiète du fait que les performances du pilote ne soient pas très bonnes. Il y avait un point d'interrogation sur ma performance et je voulais simplement qu'il se concentre sur le développement. J'ai établi une plus grande confiance avec l'équipe, je pense que c'est de mieux en mieux. Je me sens plus responsable, ce qui est une bonne chose. Jusqu'à présent, je suis satisfait. Du coup, entre le départ de Pierre, l'arrivée de la deadline liée au contrat et l'âge qui, mine de rien, aide à grandir, eh ben Yuki, il a complètement changé. On peut le dire, il n'est plus l'enfant à problème de Red Bull, il est maintenant le leader de cette équipe AlphaTauri, avec les responsabilités qui vont avec. Alors il a évidemment encore beaucoup de progrès à faire, il est loin des pilotes qui ont de la bouteille, mais je serais bien curieux de le voir dans une voiture plus rapide et avec un autre coéquipier. Mais du coup, ça peut être quoi la suite pour lui en F1 ? Eh ben c'est la question qu'on va se poser pour Yuki, qui est donc dans sa 3e et dernière année de contrat chez AlphaTauri. Je vous rappelle également qu'il est soutenu par Honda, vous allez voir, c'est important d'avoir ça en tête. Du coup, Yuki, quelles sont ses options? Alors déjà, bien entendu, il a son équipe actuelle, AlphaTauri. La plus grande probabilité, c'est qu'il continue avec eux au moins l'an prochain, car jusqu'à preuve du contraire, il est le meilleur pilote en activité pour conduire cette voiture. Il a maintenant son expérience avec l'équipe, il l'a dit, il est en confiance. La logique voudrait donc que les deux parties s'entendent sur un renouvellement. Aujourd'hui, Red Bull travaille toujours avec Honda, et les connaissant, il doit forcément pousser pour avoir un japonais dans la voiture. Iwasa est aussi disponible, mais bon, il est en F2, donc ça part de plus loin. Alors on peut aussi imaginer que Ford, qui motorisera l'équipe en 2026, demande à mettre un pilote américain au volant, mais dans ce cas-là, je verrai plus De Vries sauter. Difficile de se passer de Yuki aujourd'hui selon moi. Donc a priori, la logique, c'est AlphaTauri. Après, Yuki est avant tout un pilote Red Bull, et ça compte. Parce que chez les Bleus, il y a une voiture numéro 2 dont le pilote change régulièrement depuis plusieurs années. On y a vu Ricciardo, Gasly, Albon, et maintenant Perez. Avec les résultats que vous connaissez donc. Le truc, c'est que factuellement, Yuki, il peut tout à fait avoir sa chance. Il fait partie de la filière, s'il est bon, il peut y aller. Alors attention, je vous parle des faits. Mon avis perso, c'est que ces chances, elles sont infimes. Pour moi, seul un concours de circonstances pourrait le faire aller dans cette voiture, mais sur le papier, ça reste possible. Regardez ce qu'a déclaré Franz Tost cette saison. Tout ce que je peux dire, c'est que Yuki est sur la bonne voie. Il s'est amélioré dans tous les domaines, et je pense qu'il devrait piloter à nouveau chez AlphaTauri en 2024. En 2025, je pense qu'il sera enfin prêt pour Red Bull. En soi, pourquoi pas, Un Yuki qui progresse beaucoup en 2023 et qui explose en 2024, pourquoi pas le mettre dans la meilleure voiture? Après, c'est vrai qu'il est probable que 2025 soit la saison la plus disputée de cette réglementation au vu du resserrement des paires des équipes qui peut être attendu, donc possible que Red Bull ait besoin d'une pointure. Maintenant, s'il a fait ses preuves, pourquoi pas? Tout dépendra probablement aussi de ce que veut Ford, qui aura du poids dans les décisions. Affaire à suivre dans longtemps en tout cas. En parlant du long terme d'ailleurs, il y a une autre piste pour Yuki, et elle est pour le moins inattendue. Et oui, je vais vous parler d'Aston Martin. Ça peut paraître très surprenant comme ça, mais si vous avez suivi l'actu récente, vous savez pourquoi je les mentionne. Aston Martin Honda, les gars. C'est le couple qu'on verra sur la grille en 2026, et c'est non négligeable pour le futur de Yuki. Parce que ce partenariat sera exclusif, donc il est probable qu'Honda aura du poids dans le choix d'un des pilotes. C'est dans leurs habitudes, ils le font depuis des années avec Red Bull. Alors ils le faisaient pas avec McLaren, mais dans ce cas, au vu de ce qu'ils ont sur la grille de F1 et de F2, je vois pas vraiment comment ça pourrait ne pas leur trotter dans la tête. Du coup, Yuki étant le pilote le plus expérimenté aujourd'hui, il est tout à fait possible qu'il soit considéré chez Aston. Alors à côté de qui, il est bien trop tôt pour le dire. On ne sait pas si Alonso sera toujours en forme, donc l'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que ce partenariat est une très bonne nouvelle pour lui, parce que c'est sûrement une piste qui a des chances d'aboutir. Vous le verriez où, Yuki, dans le futur? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Yuki. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!